Je vais essayer de respecter l'horaire pour être sûre de ne pas décaler les autres conférences. Donc bonjour, je m'appelle Émilie Lebrun. Je suis venue vous parler aujourd'hui de comment conquérir la communauté WordPress et le monde de WordPress. Donc comme vous pouvez remarquer, j'ai un accent français. Donc je suis venue de Lyon en France aujourd'hui pour venir échanger avec la communauté québécoise. Donc je suis ravie d'être là avec vous et venir vous raconter un petit peu ma vie en espérant que ça vous intéresse et que ça puisse vous donner aussi des idées. Donc je vais commencer par une première question. Est-ce qu'il y en a qui participent pour la première fois à un WordCamp dans cette salle? Wow, joli, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que en fait, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'un WordCamp, j'ai juste pas du tout eu envie d'y aller en fait. C'est-à-dire, je me suis pas du tout sentie à ma place. Je me suis dit, le WordCamp, c'est pas du tout un endroit fait pour moi. Donc, je me rappelle, c'était en 2011. Ça faisait 2 ans que j'avais lancé une agence web et on s'était spécialisé au départ plutôt sur Symfony. Donc, moi, je suis directrice artistique. Mon associé est chef de projet et on avait un développeur. Et en 2011, on commençait vraiment à s'intéresser au CMS. On se disait qu'il y avait sûrement des choses à faire avec un CMS. Et on avait commencé avec Joomla. Et comme moi, je m'occupe de la partie graphique, j'essaie toujours de comprendre comment graphiquement ce que je pouvais faire avec la technique. Et comme en plus, je suis la directrice de l'agence, il fallait que je fasse de l'avant-vente. Et pour faire de l'avant-vente et pour pouvoir parler à mes prospects, il fallait que je comprenne un petit peu ce qu'on faisait techniquement. Et un jour, on a un client qui vient nous voir, qui est le musée Guimet, c'est le musée des arts asiatiques à Paris. Et il vient nous voir avec un besoin, qui était ce site-là. En gros, c'est un énorme blog. Et à l'époque, en 2011, quand on pense blog, on pense forcément WordPress. Et c'est comme ça que la première fois, on a mon développeur qui a installé WordPress en interne. Donc j'ai regardé un petit peu vite fait comment il a installé ça, comment ça fonctionnait. Et je vous avoue que ça m'a plu immédiatement, parce que moi qui n'y connaissais absolument rien techniquement, à part 2-3 notions de CSS, HTML, etc., moi le PHP, tout ça, j'y connais rien, WordPress tout de suite m'a parlé. Et donc on s'est dit, avec ce premier projet, allez, soyons fous, on n'y connaît rien en WordPress, acceptons ce contrat et on verra bien. Et ça s'est très bien passé, on a tout de suite vraiment compris comment ça fonctionnait, et ça nous a énormément plu. Ça nous a tellement plu qu'on s'est dit, ok, ça faisait un petit moment que dans l'agence, on cherchait quel CMS utiliser. Oublions Joomla, c'est beaucoup trop compliqué, passons sous WordPress. Du coup, on a choisi de passer sous WordPress en 2011. Et il y a plein de raisons qui ont fait qu'on est resté sur WordPress. Ce qui nous a vraiment plu, c'était en premier la souplesse de développement. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'on pouvait faire avec WordPress. On se sentait vraiment libre de pouvoir l'utiliser comme base de développement et faire tout ce qu'on voulait avec. Ce qui me plaisait également beaucoup, c'est que c'était pensé utilisateur. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien, vous pouvez comprendre comment WordPress fonctionne. Et donc du coup, pour nos clients qui ont besoin de rentrer des contenus, qui ont besoin d'utiliser tous les jours leur site internet, pour ça, WordPress était parfait. Ce qui me plaisait aussi, en tant que moi, directrice artistique, c'est que je pouvais tout personnaliser. Je pouvais personnaliser le site, le front office, mais également la partie back-office. C'est-à-dire que si on avait pour certains clients envie de mettre des petits pictos un peu sympas, on pouvait également personnaliser. WordPress a une très bonne réputation pour le SEO. De base, si vous faites les choses correctement, c'est des sites qui s'optimisent et qui sont très bien indexés par Google. Et comme on est une agence, on travaille pour plein de types de clients différents, pour des tout petits clients qui ont des toutes petites entreprises, mais également pour des plus gros clients. Donc ce qui nous plaisait avec WordPress, c'est que ça convenait à tous les types de projets. Et ce que je n'ai pas compris tout de suite, c'est que WordPress est une solution open source. Et en 2011, moi, l'open source, ça ne me parlait pas énormément, à part le côté un peu raccourci de se dire c'est super, c'est gratuit, on ne paye pas de licence. L'open source, ça ne me parlait pas. Donc en creusant un petit peu, j'ai compris que, ok, si WordPress est open source, pour qu'il existe et qu'il continue d'exister, il faut que tout le monde continue de contribuer à WordPress. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui, dans n'importe quel pays, contribuent au fait que WordPress existe. Et ça, je vous avoue que ça m'a beaucoup plu. Parce que je me suis dit, ok, on ne travaille pas juste nous dans notre bureau à Paris, on travaille avec le monde entier et on peut collaborer avec le monde entier. Et pour nos clients, c'était aussi intéressant parce qu'on leur expliquait, ok, vous n'êtes pas obligé de rester avec nous parce que techniquement, vous êtes liés à nous, vous restez avec nous parce que vous avez envie. C'est-à-dire que demain, vous pouvez trouver n'importe quelle personne
qui sera capable de reprendre votre projet. Et vous pourrez trouver n'importe quelle extension qui vous permettra aussi d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à votre site. Donc pour les clients, c'était aussi séduisant de passer sur WordPress. Et on a aussi pris une autre décision. On s'est dit, OK, si on propose du WordPress, on doit ne faire que du WordPress. C'est-à-dire, vu notre taille, à l'époque, on est passé à 5 personnes, c'était impossible qu'on fasse du WordPress, du Symfony ou d'autres CMS. On s'est dit, OK, on va se focus sur WordPress, on va faire que ça. Et ça a été une des meilleures idées qu'on a pu avoir dans l'agence, parce que ça a fait que tous les prospects venaient nous voir à l'époque parce qu'on était spécialisés sur WordPress. On n'était que 2 agences à Paris à faire du WordPress, ce qui fait que n'importe quel client qui avait un besoin et qui tapait agence WordPress dans Google venait nous voir. Donc ça a vraiment permis à notre agence de se développer. Et on est venu aussi à une autre conclusion, que si OK, on se spécialise sur WordPress, ça ne marche pas que dans un seul sens en fait. C'est-à-dire que vu que c'est open source, il faut nous aussi qu'on donne et nous aussi qu'on contribue. Et quand on commence à réfléchir à la contribution, quand on observe la communauté, donc on découvre les WordCamp, et on va sur le site du WordCamp. Donc ça, c'est le site du WordCamp Paris 2011. Et je vous avoue que moi, je suis une femme, j'arrive sur cette page, et je me dis, OK, ça a l'air d'un rendez-vous de développeurs. Je ne suis pas sûre que je vais avoir grand-chose à leur dire ou moi à apprendre. Mais ça a l'air super intéressant. Donc je vais envoyer mon développeur parce que très clairement c'est un endroit pour lui. Donc il participe à ce WordCamp, mais moi par contre je vais rester à l'agence parce que je ne vois pas trop ce que j'aurai à y faire. Et vous pouvez vous dire que c'était un petit peu idiot de se penser ça, mais c'est quelque chose d'assez commun en fait. Donc je vais faire une petite minute de psychologie. Il y a ce qui s'appelle l'heuristique de disponibilité. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'heuristique de disponibilité? Donc c'est la minute culturelle. En fait, c'est comme ça qu'on nomme en fait le fait que votre cerveau se programme par rapport à ce que vous entendez, ce que vous voyez ou ce que les gens vous racontent. Donc c'est comment votre cerveau se crée des raccourcis, pour la plupart du temps des bons raccourcis, ou parfois un peu trop des stéréotypes par rapport à ce que vous entendez. Donc si je vous donne un exemple, prenons les accidents. Quand vous prenez l'avion, vous avez souvent peur de prendre l'avion. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, c'est tellement repris par les médias, il y a tellement des informations, des photos, c'est tellement valorisé dans les informations que du coup, c'est tellement impressionnant qu'on a souvent peur d'avoir un accident d'avion. Alors que statistiquement, on a beaucoup plus de chances de mourir en voiture. Mais je pense que quand vous prenez votre voiture tous les matins, vous ne vous dites pas « Ah, il faut que je fasse attention, je vais avoir un accident ». Alors que quand vous prenez l'avion, en tout cas moi, quand je prends l'avion, souvent j'y pense. Pas à chaque fois, parce que je le prends beaucoup plus régulièrement qu'avant, mais j'y pense. Donc c'est ça l'heuristique de disponibilité. Et c'est parfois un petit peu gênant. Pour vous parler d'un cas personnel, moi ça fait 40 ans qu'à chaque fois que je vais me baigner, j'ai un film en tête, qui est celui-là. Ça m'a traumatisée. Je ne suis pas sûre d'être la seule, mais ce film m'a traumatisée à vie d'aller me baigner. Alors que globalement, quand on se baigne en France, on a très peu de chances de tomber sur un requin. Admettons, surtout vu la profondeur, etc. Donc c'est totalement idiot, mais c'est exactement ça, le heuristique de disponibilité. Et de la même façon, depuis les années 70, 80, quand on représente un petit peu l'évolution de la femme dans l'informatique, on peut voir qu'au début, il y avait énormément de femmes dans l'informatique. C'était un milieu qui était très féminin. Et à un moment donné, ça a complètement changé. Les femmes sont vraiment parties du milieu de l'informatique. Il y a eu beaucoup moins de femmes impliquées. Et en tombant sur ce diagramme, en faisant un peu des recherches pour cette conférence, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait pu avoir comme communication à l'époque pour que les femmes se désintéressent à ce point-là de l'informatique. Donc la première image, qui est l'image du geek, qu'on voit souvent dans les films. Donc malheureusement, quand on est développeur, on ressemble à ça. Si on regarde les films et les séries, je suis désolée. Donc voilà, c'est souvent un stéréotype qu'on peut retrouver. Et de la même façon, j'ai fait des recherches sur la publicité sur l'informatique pour les premiers Apple. Et donc l'ordinateur est fait pour l'homme, ou pour son fils, principalement, pendant que la femme cuisine, pendant que la femme se détend.
Et si jamais la femme est à côté sur la photo, vous voyez, elle observe l'homme qui lui montre comment ça fonctionne. Donc c'est ce type d'image, de communication qui fait que dans la tête, en fait, on se dit, OK, l'informatique, c'est pas fait pour les femmes. Et donc c'est comme ça que je reviens à mon WordCamp et à mes orateurs, et je me suis dit, OK, le WordCamp n'est absolument pas fait pour moi. Mais comme je dirige l'agence et que je suis obligée de parler WordPress tous les jours, ne pas faire partie de cette communauté, ça me posait vraiment problème. Je me dis, il y a forcément un truc à faire, forcément un moyen. Et je me dis, si je spécialise sur WordPress, je n'ai pas le choix. Il faut que je participe à un WordCamp. Il faut que j'arrive à trouver le courage de venir. Ça serait la première étape. Et avec un petit peu de chance et un petit peu d'énergie, réussir à vraiment trouver une place dans cette communauté. Et pour tout vous dire, je suis quelqu'un d'un peu têtu. Quand on me dit c'est pas un endroit pour moi, c'est pas fait pour moi, j'ai tendance un petit peu à trouver un petit chemin. Je pense que c'est peut-être un caractère un peu féminin pour faire un peu un stéréotype. Mais je pense qu'il y a toujours un moyen de trouver. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette communauté WordPress, comment je peux trouver ma place? Et là, je repère un nom dans ces contributeurs, qui est Benjamin. Et je vois que Benjamin, il est directeur des services numériques, donc il a un profil qui n'est pas vraiment technique. Il travaille pour un grand groupe, donc ça correspond un peu aux gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger. Je me suis dit, faisons un truc sympa, je vais l'inviter à déjeuner. Invitons Benjamin à déjeuner, et puis je vais lui proposer une interview. Comme ça, je pourrai apprendre plein de choses sur la communauté. Je pourrai aussi faire un article pour le blog de l'agence. Ce sera sûrement très intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Benjamin. Et effectivement, le déjeuner était très sympa. Et Benjamin m'a expliqué comment fonctionnait la communauté, tout ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait rencontrer la communauté. Et notamment, il y avait un événement qui avait lieu quelques mois après, qui s'appelait le CMS Day. Donc en France, c'est un événement où en gros, il y a toutes les communautés qui viennent se rencontrer. Et il me propose de venir, il m'a dit, tu vas voir, c'est très ouvert, tu vas pouvoir rencontrer notamment l'association française de WordPress, VPFR. Et bien ce coup-ci, j'y vais. Effectivement, je rencontre le président de cette association, Xavier, qui me dit, mais Émilie, bien sûr, tu peux contribuer sur WordPress, il y a plein de trucs que tu peux faire. Et il me liste tout ce que je peux faire. Et là, je me dis, OK, très bien. La traduction, bon, j'ai pas un assez bon niveau d'anglais. Thème, plugin, ouais, sûrement, mais encore une fois, je suis pas développeuse. La documentation, je me sens pas encore le niveau. Il reste le support. Pourquoi pas le support? Donc, je suis allée sur le site VPFR, je suis allée voir les premières questions et je me suis dit, ouais, non. Encore une fois, ça me semblait pas encore être... Effectivement, je savais peut-être plus de choses que d'autres personnes, mais je voyais pas trop comment je pouvais les aider. Mais par contre, d'avoir ce premier contact avec l'association VPFR fait que je retourne et j'arrive à trouver le courage d'aller au WordCamp de l'année d'après. Vous pouvez le remarquer, toujours pas de femmes. Mais ce coup-ci, j'ose y aller. Je ne tiens pas toute la journée, parce que je me sens extrêmement mal à l'aise, mais j'y vais quelques heures. Et ce qui est super intéressant, c'est que le peu de temps que j'y passe, j'entends beaucoup de gens se plaindre de quelque chose, qu'en France, je ne sais pas si c'est pareil au Canada, mais en tout cas en France, WordPress, c'est vraiment considéré pour faire des blogs. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que, ouais, moi j'essaie de proposer WordPress à mes clients, mais ça ne leur parle pas trop, parce qu'ils pensent que c'est pour les blogs, etc. Et là, je me dis, OK, moi, ça fait 2 ans que je dirige une agence, on fait que du WordPress. Les clients viennent nous voir pour du WordPress, donc je pourrais peut-être communiquer là-dessus. Je pourrais peut-être expliquer aux gens pourquoi ça fonctionne, nous, et avec quel type de client ça fonctionne. Donc, je me mets à écrire, en fait. Je me mets à écrire des articles. Pourquoi vous devez choisir WordPress? Pourquoi WordPress fonctionne pour votre site? Quelles questions vous devez vous poser avant de passer votre site sur WordPress? Et à force d'écrire, je me dis, OK, communiquer sur WordPress, ça peut être ma façon, en fait, de contribuer. Ça peut être ce que je peux faire pour réussir justement à faire que WordPress continue d'exister. Et j'en viens même à écrire un livre blanc, où justement, je vais me poser plein de questions par rapport aux clients, par rapport aux statistiques qui peuvent les intéresser pour prendre leurs décisions. Je vais interviewer beaucoup de gens de la communauté, ce qui me permet de les comprendre et de les connaître de mieux en mieux. Et je fais donc tout un document pour parler de pourquoi WordPress fonctionne. Et le fait d'avoir fait ce livre blanc fait que la communauté française est venue me trouver pour me dire « Émilie, ça serait super bien que tu fasses une conférence au prochain WordCamp ».
Et c'est comme ça qu'on arrive en 2014, WordCamp Paris. Et là, je ne vous cache pas que j'étais pas très à l'aise. Vous savez, c'est la petite voix qu'on a dans la tête. Je l'ai encore depuis ce matin. Enfin, je pense que je l'aurai toute ma vie, où on se dit, mais est-ce que ça va intéresser les gens, ce que je vais raconter? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose? Donc moi, me dire, je vais être speaker à un WordCamp, mais de quoi je vais leur parler? En gros, il n'y a que des développeurs, toujours pareil. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Je ne vais pas pouvoir leur expliquer que WordPress est un bon choix, parce qu'ils utilisent déjà WordPress, donc ça ne sert à rien que je leur explique que WordPress est génial. De quoi je vais pouvoir parler? Et dans l'équipe organisatrice, il y avait le fameux Benjamin, qui est arrivé là, et qui me donne une idée, il me fait un retour d'expérience, fait un case study sur un client. Et à l'époque, on avait un projet plutôt sympa, qui était les bus Open Tour de Paris, qui était un projet un peu fou à l'époque, parce que c'était un multi-site e-commerce, multilingue, qu'on avait fait en 3 mois, et qui fonctionnait aussi avec des tablettes en magasin. Enfin, c'était un projet totalement... vous savez, les projets un peu fous qu'on accepte, et après on se dit, mais pourquoi? Mais c'était un projet, du coup, très intéressant à venir partager, expliquer, voilà ce qu'on a fait, voilà les erreurs qu'on a commises, voilà les bonnes idées qu'on a eues. Et je me suis dit, OK, je vais aussi montrer quelque chose. Je vais montrer les plugins qu'on utilise. Parce que ça peut intéresser les gens, d'expliquer quels plugins, nous, en tant qu'agence, on utilise. Et puis, ça m'a aussi donné une autre idée, c'est de valoriser un plugin qui était français. Donc, je vais le citer, pas pour faire de la pub, mais parce qu'il y a un vrai lien dans l'histoire. Et le plugin, c'était WP Rocket. Et donc, c'était la première fois que ce plugin était cité à un WordCamp. Ce qui fait qu'à la fin de ma conférence, ils sont venus me voir, 3 petits jeunes, ils étaient super contents. Et donc moi, c'était mon premier contact avec cette entreprise-là, et donc j'ai pu élargir, en fait, mon cercle de connaissances de la communauté grâce à cette conférence. J'ai un très bon souvenir, à part que j'étais terrorisée pendant cette conférence, mais la communauté étant quand même bienveillante, c'est un bon souvenir. Et là, je comprends que être orateur au WordCamp, c'est aussi faire la contribution, en fait. Donc j'allais pouvoir et écrire des articles, et valoriser WordPress, et être orateur au WordCamp, et j'avais enfin trouvé ma place dans cette communauté. C'est-à-dire, aller au WordCamp, j'avais une vraie raison d'être, j'avais une vraie raison de venir, en fait. Et là, je me dis, plus rien ne m'arrête. Partons au WordCamp Europe. Est-ce que vous avez déjà été à un WordCamp Europe? Ça vaut vraiment le coup. Vous imaginez tous les pays qui se rejoignent à un endroit pour venir parler de WordPress. Donc, vous avez vraiment toutes les origines, toutes les grandeurs d'entreprise, tout un tas de personnes qui viennent échanger pendant plusieurs jours au sein d'un même WordCamp. Donc Sophia était celui de 2014, c'est un des plus petits auxquels j'ai participé. Mais c'est un WordCamp qui a vraiment changé ma vie. Et c'est aussi comme ça que j'ai compris que venir à un WordCamp peut vraiment vous changer votre vie, en fait. Ça m'a changé ma vie parce que j'ai vu 4 conférences que j'avais très envie de vous partager. C'est des conférences que vous pouvez retrouver sur WordCamp TV. Donc, vous avez l'occasion encore de les voir. La première conférence, c'est celle de Noël Talk, qui s'appelle Beyond the Code. Et j'y suis allée alors que je me suis dit au départ, avec le mot code, ça va être technique, alors que pas du tout. Noël nous explique, en fait, comment il arrive à vivre de WordPress tout en voyageant à travers le monde. Donc, le gars nous montre des photos de surf. Il explique que, voilà, en plus de travailler dans une des plus grandes agences, Human Made, en plus, il développe un produit, et en plus, il contribue les speakers dans plein de WordCamp. Il va au Japon, en Australie, et le gars fait tout ça en voyageant. Il dit, OK, donc moi, j'habite Paris, je me tape 2 heures de bouchon par jour, et donc ça, c'est possible avec WordPress. On peut vivre comme ça avec faisant du WordPress. OK, super inspirant. Je vois une autre conférence, qui est celle de Jenny, qui était la seconde femme à être oratrice avec moi au WordCamp Paris 2014, on était 2. Une conférence très intéressante sur pourquoi, la plupart du temps, quand on est poignardé, c'est nos empreintes qui sont sur le couteau. En gros, comment on est notre propre ennemi et comment souvent, quand on se retrouve dans des situations pas tip-top avec des clients, on est souvent responsable en fait. Et de la même façon, si on est responsable dans le mauvais sens, on peut aussi être responsable dans le bon sens. Donc je me dis, OK, effectivement, on a tout en main, on a tout dans notre cerveau qui nous permet de faire des choses et de nous mettre dans d'autres types de situations. Et la conférence qui vraiment m'inspire énormément est celle de Chris Lema. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Chris Lema? OK. Je vous encourage vraiment à voir ces conférences. C'est vraiment le one-man show à l'américaine. C'est le gars sur scène. Il est passé très très tôt à
à 9 h du matin. À chaque WordCamp, il y a les after-parties, qui sont vraiment les moments les plus sympas, entre autres des WordCamp. L'after-party du WordCamp Europe Sofia, dans un pays de l'Est avec l'alcool à volonté. Je ne vous cache pas qu'on avait un peu mal à la tête le lendemain matin. Et cette conférence-là nous a tous hypnotisés. Il arrive quand même, avec des danseurs de ballet, à vous expliquer ça veut dire quoi être un professionnel de WordPress. Cette conférence est très intéressante. Et donc je comprends à quel point tout le monde dans l'agence doit être impliqué sur WordPress. Ça ne peut pas être juste un développeur ou juste la personne qui vend les sites aux clients. C'est qu'on doit tous être vraiment inspirés et travailler avec WordPress pour vraiment être un vrai professionnel. Et la dernière conférence qui m'a beaucoup plu, c'est celle de Simon. Donc Simon dirigeait une agence qui s'appelle Code for the People, qui a été rachetée par Automatic depuis. Et donc Simon explique pendant une demi-heure ce que ça veut dire travailler dans l'open source. Et il explique avec beaucoup de détails pourquoi c'est primordial de contribuer et surtout d'échanger avec ses concurrents. Donc en gros, il nous encourage, nous par exemple en tant qu'agence, à se rapprocher de nos concurrents et à travailler avec eux. J'avoue que moi à l'époque, ça ne me parlait pas forcément, mais je me suis dit, s'ils font ça dans d'autres pays, ils ont sûrement quelque chose à y trouver. Donc ce qui fait que je rentre à Paris, avec toutes ces conférences en tête, et je me dis, ok, j'allais parler de plus en plus avec mes concurrents. Ces gens que je croise au WordCamp, je vois un petit peu leur tête, etc. On va faire comme avec Benjamin, on va faire des déjeuners, on va discuter, on va échanger ensemble. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est très sain de parler entre nous, parce que même si on est tous spécialisés sur WordPress, on ne le fait pas forcément de la même façon. Et comme ça, on peut déjà se donner des premiers clients, des premiers conseils. Et donc en 2015, je crée un premier blog qui est vraiment destiné à valoriser les professionnels de WordPress. On crée également une association avec nos principaux concurrents pour avoir des moments à nous, des meet-up vraiment orientés utilisateurs professionnels de WordPress. Et la même année, je rencontre une journaliste qui lance un projet un peu fou qui est de faire un film sur la communauté WordPress, dans l'objectif de vraiment la valoriser, pouvoir montrer aux gens qui n'osent pas aller au WordCamp, qui connaissent un petit peu WordPress, mais qui ne connaissent pas tout cette communauté qui se cache derrière le CMS, pour pouvoir leur montrer ça. Donc on a lancé également ce documentaire. Donc comme vous voyez, WordPress prend de plus en plus de place dans ma vie, progressivement en fait. Du coup, j'intègre l'équipe organisatrice du WordCamp Paris, forcément, où je retrouve donc Jenny et Benjamin, et toujours 2 femmes. Mais nous sommes là. Du coup, lancé, je fais aussi le WordCamp Paris de l'année d'après, qui est un vrai challenge parce qu'on passait de 200 personnes à un peu plus de 500. Et on avait vraiment envie d'ouvrir un maximum, en fait, le WordCamp à plein de nouvelles personnes, en fait. J'ai fait un petit détail pour vous montrer un peu la progression qu'on a pu avoir en tant que speaker femme. On avait donc 0 femme au début. On a réussi à avoir 3 femmes en 2014, 9 en 2015, c'était vraiment un de nos records, et on est redescendu en 2016. Donc on essaye vraiment pour 2018 avoir un peu plus de femmes speakers. J'en profite pour faire quelques conférences. Donc par exemple là, pour le WordCamp Lyon, je fais une conférence, où encore une fois je parle des plugins qu'on utilise, et encore une fois je cite mon petit chouchou qui est WP Rocket. Et de la même façon, je fais une autre conférence à Paris sur comment on travaille avec des grands clients. Donc arrivé à ce stade, je ne me pose plus du tout la question de est-ce que je dois aller à un WordCamp, est-ce que j'ai ma place dans la communauté, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Et donc ce qui a fait que d'aller à ces WordCamp et de rencontrer toutes ces personnes a complètement métamorphosé ma vie. Donc depuis 2016, je suis passée en télétravail. Donc j'ai quitté Paris pour aller vivre à Lyon, qui est quand même vachement plus agréable comme qualité de vie. Je travaille en télétravail. Du coup, mon équipe aussi, maintenant, travaille en télétravail. Donc, on est passé à une équipe de 10 personnes. Donc, j'ai pu recruter des personnes très différentes qui habitaient aux 4 coins de la France. Et comme, apparemment, je pouvais faire plusieurs activités en même temps, j'ai décidé de faire une autre activité en plus de mon agence. Donc, en plus de mon agence, maintenant, je travaille pour WP Rocket. Parce que, bon, vu qu'il me plaisait bien ce plugin et qu'on avait apparemment pas mal de choses en commun, donc je travaille pour eux maintenant. Et dans mon activité, je passe énormément de temps pour les WordCamp, dans l'organisation, venir parler comme aujourd'hui, ou juste participer pour apprendre plein de nouvelles choses et me donner plein de nouvelles idées.
Le summum a été l'organisation du WordCamp Paris Europe cette année, où on a accueilli 3000 personnes, pour vous donner un peu l'idée du monde que ça nécessite. Et donc pour l'équipe organisation, on est une trentaine de personnes. Donc c'est un vrai défi parce que tout le monde organise un WordCamp pour 3000 personnes, vous imaginez le travail. C'est fait à côté de notre travail, on n'est pas payé pour faire ça. Et on travaille tous avec nos agendas, avec 30 personnes réparties à travers le monde. Et c'est exactement comme ça que fonctionne Automattic et comme ça que fonctionne WordPress. Ils travaillent tous à distance, en fait. Donc en termes d'organisation de travail, c'est très intéressant. Ça vous apprend à mieux communiquer, à bien vous organiser et à aller souvent à l'essentiel, en fait. Donc c'est des expériences très enrichissantes. Du coup, j'ai fait beaucoup de WordCamp. Ça, c'est devenu un peu mon plaisir, un peu moins pour mon banquier, mais bref. Donc j'ai fait tous les WordCamp Europe. Je suis allée à Londres aussi. Je fais tous les WordCamp en France, bien sûr. Le WordCamp US, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est très intéressant. C'est un peu comme un WordCamp Europe en termes de dimension, mais version américaine. C'est au mois de décembre. Je suis allée à Torino, parce que pourquoi pas. Voilà. C'était à côté de chez moi, pourquoi pas. Et puis la communauté italienne est très sympa. Je suis allée à Genève, parce que pourquoi pas. Voilà, c'était à côté de chez moi aussi. En fait, maintenant, quand je cherche à partir en voyage, je vais sur le site de Centrale WordPress. Et j'essaie de trouver la prochaine ville. Donc là, je commence à regarder Oslo, tout ça. Mais c'est sympa, on se dit qu'il y a forcément des gens qu'on va pouvoir trouver sur place. Et donc, je suis venue à Montréal, voilà, un peu, parce que voilà, j'avais envie de revenir à Montréal, et puis c'était la bonne occasion de venir échanger avec la communauté et voir un petit peu s'il y avait des histoires un peu similaires ou pas. Et donc, dans les grandes conclusions que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, pour faire grandir la communauté, il faut vraiment avoir des speakers femmes. Parce que le fait d'avoir des speakers femmes va faire que on va se sentir un peu plus à notre place, on va avoir un peu plus envie de venir parce qu'on se sent un peu plus en confiance. Parce que le fait de se projeter, de voir, tiens, s'il y a une femme sur scène qui ne me parle pas en plus technique, ça veut dire que moi je suis femme, je ne pense pas technique, donc je peux venir à un WordCamp en fait. Il faut aussi parler plusieurs langues. C'est une des choses que j'aime beaucoup au WordCamp de Montréal et ce qu'on essaye de faire aussi au WordCamp Paris, c'est d'avoir plusieurs langues. Le fait d'avoir plusieurs langues fait que vous faites venir d'autres types de speakers qui viennent de d'autres pays et c'est très enrichissant en fait. Parce que déjà, vous trouvez des choses très similaires par rapport à votre expérience. Puis en plus, vous apprenez énormément de choses sur comment ça se passe ailleurs. Moi, ça me passionne quand j'entends les agences anglaises ou les agences dans les pays de l'Est, comment ça fonctionne et comment c'est similaire en fait à nous et comment eux, ils traitent le problème. De la même façon, c'est très important d'avoir des conférences variées. Ici, à Montréal, il y a plein de sujets très différents. Il n'y a pas des sujets que techniques. Et c'est important qu'il y ait des sujets techniques, bien sûr, pour les développeurs, mais qu'il y ait également des sujets sur le SEO, sur le blog, sur le design, de tous les niveaux, en fait. Parce que ça va permettre de donner à plein de gens, comme vous, l'envie de venir, parce que vous allez forcément trouver quelque chose qui va vous intéresser, en fait. Et ce qui me concerne le plus, c'est la communication. Pour faire grandir la communauté, il faut vraiment communiquer. C'est ce qu'on a le plus mis en place maintenant à chaque organisation de WordCamp en France. On écrit toute une série d'articles sur pourquoi il faut venir à un WordCamp si vous êtes développeur, pourquoi il faut venir si vous êtes étudiant, pourquoi il faut venir si vous faites du SEO ou si vous avez une agence. Le fait d'écrire ce type d'article, en fait, va donner de plus en plus envie à des gens qui, au départ, ne pensaient pas du tout qu'un WordCamp, c'était leur place. Ça leur donne envie de venir, en fait. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je serai ravie de répondre à vos questions. Oui? Est-ce que je me trompe, mais je crois qu'en Europe, Joomla est supérieur, est plus utilisé que WordPress? Alors, je répète la question pour le film. Est-ce que c'est vrai qu'en Europe, Joomla est plus utilisé que WordPress? Pas du tout. C'est-à-dire que je crois que Joomla, ça doit être 3% des CMS utilisés, versus WordPress, qui est juste en marché CMS, il est à 60%. Mais en restant CMS, enfin, il est 25% du web général, mais les plus utilisés vraiment. Et aujourd'hui, pour avoir une agence spécialisée sur WordPress, le nombre de demandes,
La seule difficulté, la seule différence qu'on a en Europe, et surtout en France, c'est par rapport au marché du e-commerce, où e-commerce perce beaucoup moins, parce qu'on a un mastodonte qui s'appelle PrestaShop, qui est français, du coup, qui est vraiment très implanté en France et un petit peu en Europe, Espagne. Donc, WooCommerce a un peu plus de mal à percer. Mais WordPress, ça fonctionne très bien. D'autres questions? Bon, bah, de toute façon... Ah oui. Je ne sais pas si ça a à voir, mais c'est quoi votre contribution aujourd'hui chez WP Rocket? Ce que je fais chez WP Rocket, je suis COO. Donc en gros, j'organise. Parce qu'apparemment, j'arrive bien à organiser les choses. Voilà. Mais on peut faire les deux activités. Je ne fais plus du tout de direction artistique. Je fais que la direction de l'agence. Donc ça me prend 10% de mon temps. Et le reste du temps, c'est les WordCamp et WP Rocket. D'autres questions? De toute façon, je suis là toute la journée et demain. Donc si vous avez envie de venir partager avec moi, ce sera un grand plaisir. Ah oui? C'est une très bonne question sur comment on s'organise quand on travaille comme ça à distance. Alors, sachant qu'en plus, on travaille avec différentes time zones. On travaille avec des Américains, des gens qui sont au Japon. Donc, parfois, pour organiser une réunion, c'est un peu fun. Donc, le principal outil qu'on utilise s'appelle Slack. Slack, c'est un outil qui vous permet d'échanger entre plusieurs personnes ou entre juste 2 personnes. Et on crée des channels avec des thématiques. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à s'organiser pour la communication directe. Et après, pour le reste, on travaille avec des Google Documents et avec Trello pour l'organisation de projet. Et donc, avec les 3 outils couplés, on arrive très bien à fonctionner avec des horaires différents. Mais ça nous apprend vraiment à communiquer autrement, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps et il faut être très, très directif dans ce qu'on attend, en fait. Oui ? J'ai une question. Comment vous gérez, par exemple, tout ce qui est problème d'ordre culturel? Parce que bien sûr, il y a certaines interprétations différentes de culture. Comment est-ce que vous passez à travers ça? Alors, pour répéter la question avant que j'oublie, comment on gère les problèmes liés aux différences culturelles? En apprenant à bien communiquer, déjà, et en prenant en compte déjà qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'a pas forcément la même façon d'agir que d'autres personnes, en fait. Et donc ça, les Français, on n'aime pas trop, hein, culturellement, on est un peu seul au monde et on a l'impression que partout, c'est la France, et voilà. Mais plus on voyage, plus on se rend compte que, voilà, on n'a pas le choix. Mais effectivement, après, ça vient aussi avec le code de conduite de WordPress, qui fait que, entre guillemets, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion, il n'y a pas tout... Il n'y a pas tout ça, en fait. Donc, il faut qu'on fasse abstraction de ça. Donc, quand on parle avec quelqu'un, on fait toujours attention à comment on communique et comment on emploie les choses. Mais c'est vrai que, prenez par exemple, en France, on se fait la bise quand on se rencontre. Et nos collègues américains, si j'arrive et je leur tape la bise, ils vont me regarder un peu bizarrement. Par contre, eux, ils me font des câlins. Et nous, c'est un truc... c'est l'inverse. Et la première fois que je suis montée sur scène et que j'avais des Américains qui m'ont pris dans leurs bras, j'étais là... OK. Mais dans ce sens-là, ça va. C'est des trucs assez cool. Mais effectivement, il faut faire attention. Et pareil, des fois, il y a des choses qu'on peut dire sans penser à interprétation, mais que la personne en face, parce que c'est une femme ou parce qu'elle va avoir une expérience, va pas forcément bien le prendre. Moi, des fois, je fais des blagues un peu misogynes, mais ça passe en France, mais pas partout. Donc, du coup, j'arrête de faire des blagues misogynes. Voilà. Oui ? Moi, c'est mon premier WordCamp. Je suis en lancement d'entreprise et je connais, moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur, je connais bien par rapport au site web. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui est la chose la plus facile et qui ressemblerait le plus professionnel, étant donné que ça va être sur mon blog, qui va faire la majorité du travail. Comme à date, je suis solo-entrepreneuse. Et donc, la réponse a été WordPress. Alors, votre présentation est super intéressante, mais je trouve qu'elle se penche plutôt sur des développeurs. Hmm? Bien sûr. Donc, est-ce que j'ai des astuces pour des gens qui veulent se lancer sur WordPress et qui n'y connaissent pas finalement grand-chose techniquement? Alors, je vais vous donner un exemple. Dans mon agence, on fait 2 types de sites. On fait des sites de A à Z pour certains clients et on fait des sites sur thème.
Et donc pour ça, on a une webmaster qui n'a aucune connaissance technique, qui a juste compris comment fonctionne WordPress. Donc son rôle, c'est de prendre un WordPress, l'installer, prendre un thème et le personnaliser, et connaître des plugins et les installer. Elle fait toute la partie contribution, donc rentrer les contenus en back-office, mais il n'y a absolument rien de technique. Et c'est aussi ça la magie de WordPress, c'est que si on n'y connaît rien, on peut, avec des thèmes existants et des plugins existants, faire tout un site internet en fait. Et ça fonctionnera très bien. Et nous, ça correspond à une typologie de clients qu'on a en France, qui n'ont pas énormément de budget, mais qui veulent du WordPress. Et c'est la magie de WordPress, c'est que vous pouvez faire des sites très complets, avec très peu de budget, avec très peu de connaissances techniques. Il faut juste apprendre les bases, installer WordPress et les thèmes. Et vous avez totalement raison de vous lancer là-dedans, parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a vraiment beaucoup de travail, parce qu'il y a tellement de gens qui n'y connaissent encore moins que vous, en fait. Ils ne savent même pas comment on fait un site internet. Donc déjà, par rapport à ces gens-là, vous avez énormément de connaissances. Vous savez comment on fait un site internet. Et vous connaissez WordPress. Donc vous avez énormément d'avance. Donc vous avez raison, franchement, c'est bien. Je vous en prie. Oui. Attendez, je n'ai pas entendu avec le... Ma question, c'est, vous êtes présenté, mais j'aimerais connaître votre site web de votre agence, voir un peu qu'est-ce que vous faites. Bien sûr. Le nom de mon agence s'appelle Woodenit. Alors, je vais vous l'épeler. C'est... Oui, j'ai pas répété la question. Je suis désolée. Oui, donc il me posait la question de quel était le nom de mon agence où je travaillais. Donc, c'est l'agence Woodenit, WHODUNIT.fr. Effectivement, on n'a pas choisi un nom facile, mais voilà. De rien. Puis, n'hésite pas à venir me parler après si tu as des questions. Avec grand plaisir. Bon. Bah, merci beaucoup.